Cette étude a remis en cause deux idées principales, deux idées qui sont très répandues. La première de ces idées-là, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes heureux une fois encore de vous accueillir sur notre chaîne pour l'épisode 18 dont le thème va être l'argent et le bonheur au-delà du seuil de saturation. Alors, nous avons choisi de lancer cette chaîne pour vous aider à atteindre la sérénité financière de manière à pouvoir vivre libre, passionné et heureux. Parce qu'il est extrêmement important pour vous de prendre le contrôle de votre vie et de vivre la vie en faisant exactement ce que vous aimez faire avec les personnes que vous aimez et dans l'environnement que vous souhaitez. Voilà l'objectif que nous sommes fixés en lançant cette chaîne qui n'a d'objet que de vous servir. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Certainement, vous avez entendu cet adage populaire-là une centaine de fois, et peut-être même des centaines de fois. On dit souvent la plupart du temps que l'argent ne fait pas le bonheur. Et nous, on a choisi aujourd'hui de s'intéresser à cette question-là, d'essayer d'explorer la question, n'est-ce pas? Et la question qu'on pourrait se poser, c'est l'argent peut-il acheter le bonheur ou pas? On peut se poser la question. Et si vous voulez savoir le résultat, restez avec nous dans cette émission parce que nous allons retourner la question dans tous les sens. Alors, donc l'objectif de cet épisode, c'est de pouvoir comprendre comment l'argent peut influencer notre bonheur et découvrir les stratégies pour maximiser notre bien-être émotionnel de manière à pouvoir aussi maximiser à long terme notre bonheur. Je vais présenter aujourd'hui deux études fondamentales, deux études sur la question de l'argent et du bonheur. C'est deux études scientifiques parce qu'en fait, on veut partager avec vous du contenu qui est sous-tendu par de la recherche, effectivement, sur la question de l'argent et le bonheur. Ce n'est pas seulement ce que les gens pensent, ce que nous ressentons et que nous disons. Il y a quand même des études scientifiques derrière. Alors, j'ai représenté ici en ordonnée le bonheur et en abscisse l'argent. On va présenter les deux études et voir comment les deux études traitent de la question du rapport entre l'argent et le bonheur. La première étude que je voudrais commencer à mentionner, c'est l'étude qui devait porter sur l'argent supplémentaire. Est-ce qu'il a un impact sur le bien-être émotionnel ou pas? Cette étude a été menée par deux éminents personnages qui sont deux prix Nobel d'économie en 2002. Le premier, c'est le psychologue Daniel Kahneman et le deuxième, c'est l'économiste Angus Deaton. Ces deux personnes, en 2010, ont fait une étude qui reste aujourd'hui l'étude de référence au niveau scientifique sur la relation entre l'argent et le bonheur. Alors, qu'est-ce que Kahneman et Angus disent? Pour eux, il y a ce qu'on appelle un seuil de saturation. Ça veut dire que, voilà l'argent ici. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai du bonheur. Donc, en réalité, si quelqu'un a de l'argent à ce niveau, il aura juste un petit bonheur comme ça. Donc, il va être là. De manière claire pour eux, si on a plus d'argent, forcément, le niveau de bonheur aussi va augmenter. Ça, c'est l'étude qu'ils ont pu démontrer en travaillant sur un échantillon de personnes qui étaient invitées à se prononcer sur leur vie de manière rétrospective. Donc, ils ont fait une étude qui est tout à fait scientifique. Les gens devaient se prononcer sur est-ce qu'ils pensent que leur revenu ayant augmenté, ils ont connu plus de bonheur. Et on a tenu compte de plusieurs facteurs. D'abord, directement l'argent, c'est vrai, mais il fallait voir la corrélation entre l'argent et le bonheur. Mais on a tenu compte aussi des facteurs tels que l'âge, le sexe, voilà, et l'éducation. Alors, ce qu'on a pu révéler, la principale conclusion, le principal résultat de l'étude de Kahneman et de Deaton a été de dire que c'est vrai qu'il y a un rapport entre l'argent et le bonheur. Ça veut dire plus d'argent égale plus de bonheur, mais pas à l'infini. Alors ça, c'est vraiment là où ça devient intéressant. Ils ont convenu que plus on a de l'argent, plus on a du bonheur, jusqu'à un certain seuil qu'on appelle le seuil de saturation. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de seuil de saturation. Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre plus d'argent et plus de bonheur, jusqu'à ce qu'on atteigne un point d'inflexion qu'on appelle le point de saturation. Et en 2010, l'étude ayant été faite aux États-Unis démontrait qu'à ce moment-là, à partir de 75 000 $ de revenus par an, il n'y avait plus une relation directe entre l'augmentation des revenus et l'augmentation du niveau de bonheur. Ça veut dire quoi? Des personnes qui gagnent plus de 75 000 $ ou qui gagnaient plus de 75 000 $ en 2010, qui gagnaient 200 000 $, 300 000 $, l'étude montrait que ces personnes n'étaient pas forcément plus heureuses en raison du supplément d'argent qu'elles gagnaient. Donc, pour dire qu'à un moment donné, il y a une saturation du bonheur. Alors, si nous tenons compte de dollars à ce moment-là, on fait des projections, aujourd'hui, on parlerait d'à peu près 100 000 $. Voilà, on parlerait d'à peu près 100 000 $.
ou alors en francs CFA, 60 millions. Donc on parle à peu près de 60 millions de revenus annuels, n'est-ce pas? Donc si on ramène ça en nos francs, on est en Côte d'Ivoire ici, et peut-être dans la zone franc, on parlerait à peu près de 5 millions par mois. Donc ils estiment que des personnes, plus ils ont de l'argent, ils gagnent 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, le bonheur augmente de manière proportionnelle. Mais une fois qu'on traverse le seuil de 5 millions par mois, par exemple, plus on a de l'argent, l'impact n'est pas répercuté automatiquement sur le niveau de bonheur. Donc ça, c'était la première étude. Donc ça, c'est deux éléments importants à retenir de cette première étude-là. Et je pense que cette étude a remis en cause deux idées principales, deux idées qui sont très répandues. La première de ces idées-là, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. On l'a répété des centaines de fois. Nous l'avons entendu de nos proches et tout le monde disait que l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, ces prix Nobel d'économie qui ont mis en œuvre une démarche scientifique nous démontrent qu'il y a un rapport entre l'argent et le bonheur. Ça, c'est la première chose. Mais il y a également une deuxième contre-vérité, une deuxième remise en question d'une pensée populaire qui dit que plus d'argent conduit automatiquement au bonheur. Parce qu'il y en a deux extrêmes. Il y en a qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. On a vu que l'argent fait le bonheur. Certains aussi disent que plus d'argent fait plus de bonheur. Quand j'aurai plus, je serai plus heureux. Quand je gagnerai 1 million, je serai plus heureux. Quand je gagnerai 2 millions, je serai plus heureux. Ce n'est pas aussi vrai. On a vu que quand on va jusqu'à un certain niveau, quand on gagne 10 millions, 20 millions, 50 millions par mois, on n'a plus la même proportion de bonheur supplémentaire que d'argent supplémentaire. Donc, ces deux idées assez populaires ont été un peu battues en brèche par cette étude-là. Ça, c'était bien. Jusqu'en 2010, c'était l'étude qui était là. Et ce que Kahneman et Deaton ont fait, ils ont encouragé les gens à considérer d'autres facteurs plus importants, d'autres facteurs qui peuvent contribuer à relever un peu le bien-être émotionnel, à relever notre niveau de bonheur. 11 ans plus tard, en 2021, il y a un autre jeune psychologue américain qui est revenu et qui a conduit une deuxième étude entre l'argent et le bonheur. Il a fait une deuxième approche. Pendant que Kahneman et Deaton ont fait une approche rétrospective, lui, il a fait une approche en temps réel. Il a choisi de travailler sur environ 33 400 personnes à partir d'une application qu'il a développée. Et il était question de traquer leur bonheur de manière aléatoire au courant de la journée, où on devait leur envoyer un prompt et demander comment ils se sentent maintenant, à différents moments de la journée, de manière aléatoire, non prédictible. Et cette étude-là portait sur des personnes âgées de 18 à 65 ans aux États-Unis et qui avaient des revenus familiaux, des revenus de la famille minimum de $10 000 jusqu'à $500 000. Jusqu'à $500 000, on a pu récolter des données assez efficaces. Au-delà de $500 000, il n'y a pas eu suffisamment de données. Donc, cette étude porte sur des personnes avec $10 000 jusqu'à $65 000 de revenus annuels. Et donc, il fallait utiliser l'application Track Your Happiness à longueur de journée pour pouvoir dire comment on se sentait. Alors, révélation. Contrairement aux résultats de l'étude de Kahneman et de Deaton, j'ai oublié de mentionner, l'étude de Matthew Killingsworth mentionne qu'effectivement, il confirme, l'argent fait bien le bonheur. Il n'a pas démenti à ce niveau-là. Il dit, l'argent fait bien le bonheur. Plus les gens gagnent, plus les gens sont heureux. À la différence de Deaton et Kahneman, il a dit qu'il n'y a pas de seuil de saturation. Donc, il a étudié des personnes qui gagnaient bien au-delà du seuil de saturation et plus elles gagnaient, plus elles continuaient à être heureuses. Donc, c'est une théorie qui vient remettre en cause la première qui disait qu'il y a un point de saturation qui était là. Pour Willingsworth, pour lui, ça continue. Plus on gagne, plus on est heureux. Et donc, ça, il a fait en temps réel. Donc, on peut dire que quand on regarde les deux études, globalement, il est clair que l'argent nous rend plus heureux, mais on peut dire globalement, sous certaines conditions, jusqu'à un certain niveau. Et donc, le bémol qu'il faut quand même signaler sur l'étude de Killingsworth, c'est qu'il a remarqué qu'il y avait une minorité de à peu près 20% de personnes qui étaient des personnes très souvent malheureuses. C'est des personnes qui étaient déjà malheureuses. Donc, pour beaucoup de raisons, ces personnes étaient malheureuses. Pour des problèmes affectifs, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, ces personnes restaient malheureuses. Donc, c'est un 20% de personnes qui n'ont pas eu le même impact. Alors, on s'est rendu compte que ces personnes-là, bien que ces personnes soient mélancoliques, bien que ces personnes soient régulièrement frustrées, d'humeur de mauséate, de très très mauvaise humeur, j'allais dire, on a quand même vu que plus ces personnes gagnaient de l'argent, plus leur mécontentement reculait. Alors, ça c'est quand même quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Des personnes qui sont frustrées, toujours amères. Vous savez, autour de vous, vous connaissez des personnes comme ça. Elles se réveillent le matin à 8 heures, déjà fâchées, déjà amères de tout, amères de la vie, amères de tout le monde autour de cette d'elle. On a vu que 20% des personnes étudiées étaient comme celle-là.
Et ces 20%-là, plus elle gagnait, moins elle était mécontente. Donc, ça veut dire que, en fait, les personnes qui sont mécontentes, plus elles gagnaient, quand même, ça réduisait leur mécontentement. Voilà, ça veut dire qu'elles étaient mécontentes à un certain niveau, mais ça réduit quand même le mécontentement qu'elles ressentaient. Donc, dans tous les cas, l'argent a un effet positif sur le niveau de bonheur ou bien de mécontentement de l'autre côté. Donc, mais il y a quand même aussi une petite exception des personnes qui sont très au sommet, n'est-ce pas? Des personnes qui ont beaucoup d'argent. Il y a des riches qui sont tout aussi mélancoliques que ces personnes qui gagnent moins, qui sont aussi mélancoliques. Donc, il y a des personnes qui, malgré les fortunes amassées, et ce sont des valeurs extrêmes, restent et resteront des personnes qui sont suffisamment malheureuses. Mais ceci n'enlève en rien l'étude qui démontre que la grande majorité des personnes, il y a un rapport direct entre l'argent qu'on gagne et le niveau de bonheur qu'on peut avoir. Alors, si on veut combiner un peu les deux études, ça veut dire quoi? Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, moi je souhaite qu'on retienne, et ça se prouve un peu au quotidien. Quand on est dans un dénuement total, quand on manque de couvrir nos besoins physiologiques, quand on manque d'avoir un logement décent, quand on manque l'accès à la nourriture, quand on manque l'accès à la santé, quand on manque l'accès à l'éducation de qualité pour nos enfants, vous pensez qu'on peut être plus heureux? Il est vraiment difficile qu'on y arrive. Donc, quelque part, quand on combine les deux études, il y a une certaine logique. Il y a une logique de dire que plus d'argent va amener à plus de bonheur pour couvrir au moins un ensemble de dépenses fondamentales. Et c'est bien qu'on se comprenne. On ne va pas simplement répéter à longueur de journée que l'argent ne fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en même temps, chez les personnes qui gagnaient le plus petit niveau de revenus, l'augmentation du bonheur était plus importante que chez les personnes qui avaient des revenus plus élevés. Ça veut dire quoi? Des personnes qui gagnent un petit salaire, par exemple, dans ce cas-là, des personnes qui gagnaient des salaires plus proches des 10 000 $, par exemple 20 000 $, 30 000 $ par an, quand elles avaient une augmentation de revenus, l'augmentation du bonheur était plus que proportionnelle à l'augmentation des revenus. Donc, vous voyez, on voit que c'est important, et c'est d'ailleurs beaucoup plus important quand on est en bas. Donc, il faut gagner pour pouvoir couvrir les besoins physiologiques, comme notre cher Abraham Maslow les a décrits, n'est-ce pas? Alors, ce que moi je suggère, considérons que ce seuil de saturation reste un point qui est scientifiquement démontré par un courant de l'étude, même si l'autre dit qu'on peut aller plus loin. Je nous conseille, nous, vous les cadres en milieu de carrière qui nous regardent en ce moment, il faut qu'on se fixe un minimum de pouvoir atteindre au moins ce seuil de saturation, n'est-ce pas? Ce ne serait pas intéressant de le faire? Alors, avant qu'on y arrive complètement, je voudrais préciser une troisième étude dont j'avais parlé déjà à l'épisode 7, je pense, de notre émission Vive les passionnés heureux. C'était l'étude de Harvard Business School. C'était la plus longue, mais c'est la plus longue étude jamais menée au monde sur le bonheur, la plus longue depuis 1938. Alors, l'étude de Harvard a révélé qu'il y a 3 facteurs fondamentaux qui rendent les gens plus heureux. Le premier, c'était les relations sociales. Donc, on a vu que les personnes qui étaient plus heureuses étaient des personnes qui construisaient des relations, qui entretenaient sur le long terme. Deuxièmement, il y avait la stabilité émotionnelle, qui voulait dire que les personnes, quel que soit ce qui leur arrivait dans la vie, celles qui gardaient une attitude positive vis-à-vis de la vie, étaient plus heureuses que la plupart des autres personnes. Et le troisième facteur, c'était les emplois gratifiants. Des personnes qui travaillent dans une entreprise, dans un job qui donne du sens, où ils sentent qu'ils contribuent à une cause plus grande qu'eux seuls. Ces 3 facteurs rendaient les gens plus heureux. Donc, si on fait une combinaison de l'étude faite par les 2 scientifiques, Kahneman, j'allais dire, et Killingsworth, on se rend compte que quelque part, on peut avoir un point de saturation ici. Maintenant, si on rajoute d'autres facteurs non financiers qui peuvent conduire à avoir un meilleur bonheur, en ajoutant par exemple les relations, en ajoutant la stabilité émotionnelle et en ajoutant un emploi gratifiant, il peut arriver que quelque part, on ait plus de bonheur en avançant sous réserve que cet argent supplémentaire nous aide à construire ces relations, nous aide à nous donner une meilleure stabilité émotionnelle et nous aide à nous diriger davantage vers des emplois qui sont plus gratifiants. Donc, la recommandation que je fais, vous qui me regardez en ce moment, il faut tant qu'on n'est pas parti de zéro jusqu'à arriver à ce minimum de 5 millions par mois, nous avons encore une grosse marge de progression en termes de bonheur. Parce qu'on va s'élever du minimum possible, on va s'élever du dénuement, où la plupart des personnes se retrouvent malgré elles. On va se retrouver au-dessus. Si on est à 10 ans de carrière et on continue à gagner un revenu qui est beaucoup trop peu, on ne peut pas véritablement dire qu'on est 100% heureux. Si on a plus, en tenant compte des autres facteurs qui nous conduisent à plus de bonheur, je pense que forcément on aura
voilà, on aura encore plus de bonheur dans notre vie et dans celle des personnes qui sont à côté de nous. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments importants, comme je l'ai mentionné, la santé, l'accomplissement personnel, parce qu'on essaie de, comme Maslow le disait, la réalisation de soi. Quand on sent qu'on évolue, quand on sent qu'on monte dans l'échelle sociale, c'est des éléments qui nous aident aussi. L'argent peut contribuer en partie à cela, mais il faut qu'on travaille aussi à vraiment construire ces relations et à faire sens. Voilà. J'aime souvent le dire, pour savoir si vous faites vraiment sens dans votre communauté, posez-vous la question simple. Comment voulez-vous, vous, qu'on se souvienne de vous quand vous ne serez plus là? Comment voudrais-je qu'on se souvienne de moi? Quand vous essayez de travailler en disant, vous, voilà le souvenir que vous voulez avoir de vous, à ce moment, l'argent devient un excellent serviteur pour vous aider à construire les causes qui sont les plus importantes pour vous. Cet argent-là vous aide à vivre mieux vous-même d'abord, et ça veut dire qu'il y a quelque part une nécessité de pouvoir travailler à gagner un minimum, monter et pouvoir redistribuer. Alors, il y a un équilibre à chercher, n'est-ce pas? On ne va pas simplement rester totalement en bas, on ne va pas forcément aller largement au-dessus, même si on n'en a pas les capacités. Mais on a une marge de progression minimale. Entre là où vous vous trouvez maintenant et 5 millions, se trouve une marge de bonheur que vous devez aller absolument prendre. Donc, voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. En guise de conclusion, je voulais partager avec vous quelques stratégies qui peuvent aider à maximiser un tout petit peu notre bonheur, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est d'être plus heureux. Si nous travaillons, si nous sortons chaque matin, on travaille 8 heures, on travaille 10 heures par jour, pour ne pas être plus heureux, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose? Parfois, on renonce à notre propre vie et celle des personnes proches de nous, on renonce à nos priorités pour un travail qu'on va faire. Mais est-ce que ce travail-là nous ramène le bonheur que nous voulons et que nous recherchons dans notre vie? Donc, ce que je pourrais quand même dire, c'est il faudrait que nous apprenions à avoir une vision plus équilibrée entre l'argent et le bonheur. L'argent à l'extrême peut avoir des conséquences. Rester simplement à chercher le bonheur à l'extrême sans argent peut avoir aussi un effet retour qui va nous amener forcément à stresser demain pour des factures qui sont réelles, qu'on n'aura pas de quoi couvrir, pour des besoins physiologiques de notre famille. Et ça va être important. Donc, il faudrait qu'on apprenne à mettre en place un véritable plan de croissance. Si nous voulons partir d'ici, par exemple, ou de là à ici, la clé, c'est de pouvoir travailler sur nous. On doit mettre en place un plan de croissance personnelle pour devenir la personne qui mérite d'avoir des résultats ou des revenus plus importants. Très souvent, les gens disent « je veux gagner 2 millions, ou 3 millions, ou 4 millions, ou 5 millions ». Mais il reste en réalité la personne qui mérite 500 000. Ils ne vont jamais gagner ce montant-là. Et même s'ils le gagnent provisoirement, ils vont revenir au niveau où ils sont normalement confortables, où ils sont équipés pour être. Donc, c'est important de mettre en place un véritable plan de croissance pour travailler sur nous, pour apprendre des personnes qui ont réussi à faire ce que nous voulons faire, pour poser des questions, pour s'instruire, pour s'éduquer, chercher des informations, travailler à progresser pour devenir cette meilleure personne-là. Troisièmement, il faudrait qu'on travaille à augmenter ou à multiplier nos revenus, n'est-ce pas, pour effectivement atteindre ce seuil. Il faudrait que ce soit, à mon avis, un objectif. À court ou à moyen terme ou à long terme, il faudrait qu'on finisse au moins là. Si on veut maximiser au moins. Si on vous dit que plus vous augmentez, plus vous avez du bonheur, et que dans 10 ans ou dans 15 ans, vous pouvez arriver à ce niveau-là, est-ce que vous allez abandonner? Non, ça veut dire que vous abandonnez une marge de bonheur de côté. Ça doit être, si vous êtes aujourd'hui avec le niveau d'expérience que vous avez en tant que cadre en milieu de carrière, vous êtes capable d'aller chercher cela. Pas seulement dans votre emploi, mais dans votre emploi et dans tout ce que vous pourrez entreprendre à côté. Mais il faut que vous fixiez déjà cela comme un objectif. Si ce n'est pas un objectif, malheureusement, tout ce que vous allez faire, vous allez dire, ouais, un jour je le ferai. À la retraite, je le ferai. Plus tard, je lancerai telle activité. Mais pendant que vous êtes là, regardez comment vous utilisez votre temps, n'est-ce pas? Alors, la quatrième stratégie que je peux vous suggérer, c'est de travailler à transformer vos revenus actifs actuels. Parfois, nous, on a des bons business, on a un revenu actif. Le revenu actif veut dire quoi? Je vais travailler et je reçois une contrepartie du temps de travail que j'ai donné. Je peux le faire tant que je suis encore fort. Je peux le faire tant que je suis encore en santé. Il peut arriver un moment où je prends de l'âge, où je perds un peu de force et ça va être beaucoup plus difficile pour moi de le faire. Donc, pendant que je gagne assez, il faut que j'essaie d'investir une partie pour remplacer progressivement le salaire que me paye mon employeur par le salaire que me payera mes investissements. Et c'est ce qu'on appelle transformer en fait vos revenus en revenus passifs. Et quand on le fait, sincèrement, le plus grand effet, l'effet le plus bénéfique, c'est que vous rachetez votre temps. Et votre temps, c'est la ressource, c'est une ressource plus précieuse que l'or et le diamant réunis. Donc c'est important. Si tout ce que nous gagnons aujourd'hui, on le dépense automatiquement parce qu'on veut se faire plaisir à court terme, on restera esclave et en fait, on n'aura pas d'autre choix que de vendre son temps pour recevoir une contrepartie, qu'on le veuille ou pas.
Je voudrais bien que vous soyez capable de rester dans un emploi, mais il faut que ce soit un emploi qui vous fasse effectivement plaisir. Il faut que vous ayez le choix. Donc, ce que vous gagnez, mettez de côté pour vous créer ce choix-là. Et pour le faire, il faut qu'on apprenne à ne pas payer tout le monde, mais à apprendre à se payer soit aussi quand on travaille. Ensuite, maintenant, un dernier point, il faut qu'on apprenne à investir du temps dans des activités qui nous apportent plus de bonheur. Chaque fois que j'ai du temps libre ou du temps pour moi, est-ce que je prends la peine de regarder, de comparer en disant, OK, ce temps, si je l'investis dans telle activité, il me rapporte un meilleur retour sur le plan émotionnel, n'est-ce pas? J'aime souvent parler de dépenses ou d'investissements de recharge émotionnelle. Est-ce que chaque chose, est-ce que mon temps ou mon argent, quand je l'investis, j'essaie de regarder ce qui va me ramener le plus de retour en termes de bonheur, surtout à long terme? Est-ce que je l'investis pour acheter du temps que je passerai davantage avec ma famille, que je passerai davantage à me former, à travailler sur des projets qui me tiennent à cœur, que je passerai à servir des causes qui me tiennent à cœur? C'est important de le faire. Votre santé, votre famille, vos amis, votre communauté, ce sont vos vraies priorités. Donc, si on ne peut pas travailler à racheter le temps pour pouvoir y consacrer l'essentiel de son temps, ça va être compliqué de rester esclave toute sa vie. Donc, voilà le sujet de l'argent et du bonheur. On se rend compte qu'en conclusion, l'argent, il y a un bon rapport, un rapport direct entre l'argent et le bonheur, mais ça ne suffit pas. Il y a un seuil de saturation, mais allons d'abord atteindre le seuil de saturation qui est indiqué. Donc, travaillons à pouvoir remonter, partons de là où nous nous trouvons quelque part au milieu pour arriver à ce seuil de 5 millions par mois par des revenus directs de notre emploi et de nos investissements. Donc, voilà ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui pour la relation entre l'argent et le bonheur, au-delà du seuil de saturation. Avant de partir, on va se dire, d'accord, maintenant qu'on dit qu'il faut prendre en main ses finances, maintenant qu'il faut progresser pour aller vers plus de revenus, comment on le fait? Donc, ce sera le thème de l'épisode 19. Nous allons vous présenter le parcours Sérénité Financière 365, qui est le modèle que nous mettons gratuitement à votre disposition, développé par Darken Business Coaching, pour vous montrer étape par étape par où commencer, marquer un pas, un deuxième, un troisième, un quatrième, pour effectivement voir comment arriver à un moment où vous allez vous lever un matin et ne plus vous soucier et ne plus stresser pour des problèmes d'argent. Ne manquez pas le prochain épisode. Retrouvons-nous lundi prochain à 11h pour l'épisode portant sur le parcours Sérénité Financière 365 pour pouvoir transformer vos résultats financiers en 6 étapes. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.